Bonjour à tous, tous ceux qui sont sur le groupe Un monde meilleur. Je vous présente aujourd'hui Christian Bourri, qui est auteur de plusieurs livres. Et puis, puisque Christian est avec nous, je vais le laisser tout simplement se présenter pour commencer. Allez, c'est à toi. C'est avec plaisir que je rejoins votre groupe parce que je pense, comme je pense la plupart d'entre vous, que l'invisible a eu un rôle très très important dans nos vies puisque c'est la base de ce que j'appelle le jeu quantique. L'invisible précède le visible, hein. Beaucoup de gens dans le public n'en sont pas conscients. Pourtant, combien de fois ont-ils dit « je le savais » ? Quand on dit « je le savais », quand un événement important arrive, qu'est-ce que ça signifie ? C'est que l'histoire a commencé dans l'invisible. Donc, il est temps de prendre ça en compte, quoi. Donc, les histoires commencent dans l'invisible avec nos pensées, nos émotions, d'où l'importance de choisir ce qui nous élève. C'est Dostoïevski qui a eu cette très belle formule, enfin, il a fait dire ça à un de ses sujets d'écriture. Il a dit « c'est le beau qui sauvera le monde ». Et moi, personnellement, j'en suis persuadé, il en a vraiment besoin. C'est clair. Et alors justement, quand tu parles de ce qui nous précède, et ce qui précède les événements qui partent de l'invisible, et quand tu nous dis à l'instant même que finalement, à un moment donné, on se dit, ben oui, c'est vrai, je le savais. Donc, ce qui fait effectivement émaner que quelque chose se trame dans l'invisible. La question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui puissent les aider à peut-être sentir cet invisible avant, plutôt que de le sentir après, sans qu'ils aient pu s'en servir, sans qu'ils aient pu en faire bon usage. Parce que c'est quand même dommage quand on dit « Ah ben je le savais, mais que c'est trop tard ». Ce qui est vachement chouette, c'est de se dire… alors là, tu nous parles de toute l'importance de l'intuition, mais l'intuition, il faut apprendre à l'écouter. Notre culture, elle a tellement renié. On est tellement aveuglé, on est dans un matérialisme forcené qui fait qu'on a oublié qu'il se passait beaucoup de choses au-delà de nos 5 sens. C'est ça, c'est ça. Donc, petit signe qu'en fin de compte, si l'univers nous envoie en permanence. Hein. Et comment, souvent, moi j'ai des gens qui me posent la question, alors évidemment en coaching on leur propose des techniques, mais c'est à toi que je pose la question, j'aimerais savoir comment est-ce que toi tu peux aider les gens à ce qu'ils reconnaissent ce qui est de l'ordre de l'intuition plutôt que ce qui est de l'ordre de la rumination mentale ou bien des pensées anxiogènes ou même encore des fois de pensées qui ne sont ni anxiogènes ni autres, mais qui sont des pensées récalcitrantes qui reviennent, qui engendrent, qui poussent à aller vers quelque chose qui plus tard va se révéler comme n'étant pas du tout en relation avec l'intuition. Comment est-ce qu'on peut faire cette différence entre ce mouvement de l'intérieur qui pousse vers quelque chose et cet autre mouvement de l'intérieur qui pousse vers autre chose? Lequel s'appelle l'intuition? Comment est-ce qu'on le sait avant d'entreprendre le chemin sans risquer de se casser la gueule si jamais cela devait arriver? Un message a de la force, déjà, pour qu'il ait de la force, il faut qu'il soit répété. Donc, si, en principe, on considère qu'il faut au moins avoir 3 fois le message pour en tenir compte sérieusement. Donc après, si on pense que quelque part, on a une protection, donc dans ce cas-là, les messages d'une grande négativité, on a peu de chance, enfin, je crois qu'il faut les zapper. Ça, c'est sûr. Donc déjà, ça fait un garde-fou, ça. Les messages d'une grande négativité ne peuvent pas venir de notre être suprême. Il faut déjà avoir aussi, c'est ouvert à l'idée qu'on a une puissance supérieure en nous, qui est là, prête qui ne demande qu'à entrer en connexion avec nous-mêmes. La seule chose, c'est qu'on s'interpose par nos peurs, nos doutes. C'est ça. Alors c'est intéressant parce que du coup, ça fait apparaître quelque chose qui pourrait presque s'appeler la foi, finalement. C'est-à-dire que, tu viens de le dire, il y a un postulat à faire. Ce postulat, c'est de croire qu'il existe une force, ou en tous les cas une entité, ou une partie de soi supérieure. Donc, il y a une nécessité, en quelque sorte, de postuler pour cela, et donc de développer une forme de foi, une forme de notre société a voulu faire abstraction du sacré, et manifestement, ça ne lui réussit pas. C'est ça. On est bien d'accord. C'est clair que maintenant on est dans le constat. Voilà, là on le constate absolument. Et même par rapport à ce qu'on vit en ce moment, cette histoire de coronavirus, c'était quelque part, pour le coup, tout le monde, c'est quelque chose qui s'est cristallisé. Je veux dire, il y avait tellement de négativité sur la planète
Il se trouve que ça a pris cette forme. Personnellement, j'avais l'idée qu'un jour, il y aurait un gros bug informatique. Tu vois, qu'il y aurait quelque chose qui bloquerait tout. Mais je voyais ça au niveau informatique, avec énormément de conséquences, que ça aurait pu agir sur l'électricité, tout ça. Je n'avais pas vu ça au travers un virus. Bon, ça s'est cristallisé de cette manière, mais manifestement, c'est toute la négativité ambiante de l'humanité qui… Donc, si les gens prennent conscience, quelque part, ça peut être un mal nécessaire. Hein. C'est ça, c'est clair. C'est en tous les cas un bon moyen d'apprendre. C'est une évidence que cela nous… C'est-à-dire, justement, la douleur, en théorie, c'est une voie d'apprentissage. Mais il y en a beaucoup plus agréable, c'est ce que j'essaie de défendre. Quand je dis que la vie est un jeu quantique, justement, il faut apprendre à rentrer en relation avec cette énergie fondamentale, justement, dans la joie. Et non dans la peur. Parce qu'en fin de compte, elle est quelque part… elle n'a pas de jugement, cette énergie fondamentale. C'est ça. Que chacun, selon sa croyance, peut appeler Dieu, la source, peu importe. Hein. Mais l'univers est pensant, il réagit à notre manière de penser, il réagit à nos pensées, et plus qu'à nos pensées, en fin de compte, il réagit à notre niveau de conscience. Notre niveau de conscience qui est fait de nos croyances, de nos désirs, de nos ambitions, c'est la somme de tout ça, de nos peurs, de nos doutes, c'est la somme de tout ça qui fait qu'on a, chacun d'entre nous, on a un niveau de conscience. Et donc, dès qu'on arrive à élever notre niveau de conscience dans la positivité, les circonstances répondent à l'unisson. C'est ça qui est quand même fantastique, c'est merveilleux. C'est ça, exactement. Alors, c'est intéressant parce que là, tu viens de planter le décor, finalement, de ta pensée, de cet univers qui s'ouvre, finalement, qui s'ouvre à la conscience, à la lumière. Et ce qui est intéressant, parce que les gens ne te connaissent pas, moi je te connais un petit peu, tu es dentiste au départ. Tu es à la retraite aujourd'hui. Oui. Et la question, c'est… Comment ce parcours t'amène aujourd'hui à devenir la personne que tu es, qui a écrit, tu vas nous en parler ensuite, des livres que tu as écrits, qui sont liés au développement personnel. Quel est ce parcours qui te conduit à être cette personne aujourd'hui qui rayonne déjà et qui partage de belles choses? D'aller au-delà de nos cinq sens, c'est quelque chose qui m'a… Même enfance, j'en avais eu la perception. Et puis, alors, il s'est passé une chose qui m'a ouvert au monde vraiment de la pensée, c'est quand j'allais passer mon bac, et puis j'étais plutôt dilettante comme élève. Alors, il y avait une amie de ma mère qui était institutrice, qui avait donné un livre qui, à l'époque, tu l'as peut-être lu, ce livre, La puissance du subconscient de Murphy. Elle avait dit, si Christian est capable de comprendre ce livre, il pourra lui être très utile. Bon, ma mère m'avait donné ce livre, ça m'a beaucoup plu. Et alors, du coup, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans le monde de la visualisation, toutes ces choses-là. Il se trouve que moi, qui n'avais rien fichu, j'ai eu des super notes à mon bac. Et tout ça, ça rentrait en écho avec moi parce que ça avait commencé plus jeune. Peut-être j'avais 13-14 ans. Il y avait un acteur que j'aimais bien, c'était Jean Marais. Ouais. Et alors, je le trouvais très sympathique. Et alors, une fois, il y avait une émission qui s'appelait Radioscopie. Et alors, c'était un journaliste, Jacques Chancel, donc, qui interviewait Jean Marais, qui lui dit, Monsieur Marais, vous avez quand même eu beaucoup de chance dans la vie. Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, il raconte, c'était pendant la guerre, il voulait faire du cinéma. Je ne savais pas, il y avait encore des films qui se tournaient. Enfin, oui, il y a des films qui se sont tournés pendant la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait traîner dans les studios. Et alors, il entend une conversation en ce moment. Il y avait plusieurs personnes qui étaient réunies. Il y avait un producteur et puis il y avait un contrat qui allait se signer. Puis tout d'un coup, il y a, parmi les gens qui étaient là, il y a une personne qui dit « Ah non, il ne faut pas le prendre, ce gars-là, il n'a pas de chance. » En parlant d'un acteur. Bon, Jean Marais, qui était loin d'être un imbécile, pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il s'est promené sur les studios en racontant partout qu'il avait de la chance. Et alors,
finalement, il est rentré dans le monde du cinéma. Je ne peux pas te dire si c'est derrière la caméra ou devant, mais il est rentré dans ce milieu. Donc, sur ce, il a été réquisitionné, mais il avait écarté cette idée de dire qu'il avait de la chance. Alors, un jour, il y a son capitaine qui lui dit il y avait une mission très délicate à faire, nocturne. Il lui dit, vous, Marek, qui avez de la chance, c'est vous qui allez le faire. Il y a été, il est revenu, et donc j'ai trouvé ça assez formidable comme histoire, mais ce qu'il faut dire, c'est, quand on regarde ça avec recul, c'est pourquoi est-ce que cette formule « j'ai de la chance » lui a si bien réussi, c'est que quelque part, mentalement, il était prêt à se le dire. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça en ayant le sentiment de se mentir à eux-mêmes, donc ça ne peut pas marcher. Et donc, ce sont ces événements qui, très jeunes, m'ont amené quand même à découvrir la pensée créatrice. Et puis après, c'est plus tard que je suis revenu que j'ai évolué comme beaucoup de personnes. Alors, ça a été quand même aussi au départ, au travers d'un accident. J'ai eu un accident de voiture assez grave, j'avais à peu près 35 ans. Et alors, il y avait j'avais un sacré trou dans le fémur, il me manquait 8 cm dans le fémur, c'était pas rien, il y avait une greffe qui était envisagée, à tel point que je ne cicatrisais pas du tout, enfin l'os se reconstituait pas. Et puis alors donc, mon épouse avait été chercher un homéopathe qui était venu me voir un soir, à 11h du soir dans la clinique. La première chose qu'il me dit, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? Il y a 30 ans, plus de 30 ans, ce n'est pas des choses qui se disaient couramment. Hein? C'est ça. Alors, bon, il se trouve que son traitement a été formidable, parce qu'à la radio de contrôle, en plus, 1 mois après, j'avais de l'os blanc comme neige. Et donc, cet homme, comme j'avais du respect pour lui, sur le moment, j'étais surpris, mais après, je n'avais pas pris ses paroles en l'air. Et donc, ce n'est que plusieurs années après que j'ai compris pourquoi j'avais eu cet accident. Mais donc, dans mon cas, c'était par rapport à la nécessité d'un pardon. Mais alors, tu l'as compris plusieurs années après, mais au moment où la question t'a été posée, comment tu l'as ressenti? Non, je l'ai ressenti comme intelligente, c'est tout. C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et ça fait son cheminement ensuite. Mais si tu veux, c'est la première fois que j'avais 30 ans, puis c'était pas à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a plein de bouquins sur la métaphysique des maladies et tout. Mais à l'époque, il y a 30 ans et plus, oui, il y a 38 ans, ça n'existait pas. Hein? Oui, donc ça a été l'élément déclencheur en quelque sorte. Ça a été l'élément déclencheur. Alors, ça m'a amené à une lecture, à une autre. Et puis après, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait tous les séminaires avec Anthony Robbins et tout ça. Alors, il y avait des choses qui me plaisaient dans ce qu'il faisait, d'autres qui me plaisaient moins. C'est que c'est très, très à l'américaine. Mais donc, entre autres, c'est à ces moments-là que je me suis dit, tiens, il faut que je fasse que j'écrive, mais avec quelque chose plus, enfin, je peux dire ça sans ego, mais peut-être avec un peu plus de façon moins matérialiste. C'est quand même la culture américaine est vraiment très, très à fond dans son discours. Tu sais, en même temps, si c'est un personnage qui a de la valeur, mais je voulais faire quelque chose de plus soft, si tu veux. Hein? Donc, j'ai pris la décision à 50 ans. Par contre, toujours avec ce caractère dilettant, j'ai mis plusieurs années à écrire le livre, donc Je m'autorise au bonheur. Donc, où je défends l'idée que s'autoriser au bonheur, c'est quelque chose qu'il faut se conjuguer à la première personne, au présent et au singulier. Parce que si on doit attendre l'autorisation au bonheur de quelqu'un, on peut attendre longtemps. On peut. Alors après, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Robbins, par contre, c'est qu'avant, malgré toutes mes lectures, je n'avais jamais compris, c'est qu'on sait que l'esprit agit sur le corps, mais la réciproque est vraie. On peut changer d'état émotionnel immédiatement par notre posture. Ça, j'avais beaucoup apprécié ça chez lui. Donc après, avoir écrit « Je m'autorise au bonheur », j'ai
les notions de vibration, ça commençait à apparaître, tout ça. Alors j'ai écrit la vibration du bonheur, Mhm. un livre dans lequel j'utilise une seule fois le mot quantique. D'accord. Et puis après, donc, il y avait une amie qui avait lu ce livre qui me dit écoute, toi qui en principe essaie d'écrire les choses avec limpidité, que ça soit accessible à un grand nombre, tu devrais faire un bouquin sur le quantique parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Alors là, je me suis vraiment penché sur le sujet, hein, non pas que je suis loin d'être un physicien, mais j'ai vu ça dans une approche de développement personnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dedans. Donc c'est là que j'ai écrit Votre vie est un jeu quantique, et qui m'a amené donc à faire depuis Vivez pleinement, vivez quantique, explorez votre cerveau quantique, et là maintenant il y a toute une collection de 6 tomes chez Très Daniel, là, que j'ai écrit avec un ami, Éric-Antoine Véréden, qui était venu, que j'avais rencontré à un de mes stages, et on avait sympathisé. Mhm. Voilà comment c'est venu, quoi. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Et donc tout ça pendant que tu exerçais ton métier de dentiste en même temps, alors, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, là, j'ai arrêté d'exercer maintenant, ça fait 3 ans. Ah, Et depuis ces 3 dernières années, maintenant, oui, le rythme d'écriture s'est beaucoup accéléré. Je te dis, c'est puisqu'il y ça. a, il y a un livre, il y a un livre qui devait sortir, Attirer l'abondance, par exemple, devait sortir le 6 avril. Ça va te retarder, bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment. Après, il y a La vie à deux, La vie à deux, un jeu quantique, qui devait sortir en juin. Enfin, il y en Oui, a, il va y avoir évidemment quelques tout petits ça, ça va petits retards. peut-être un Moi, ce peu qui de m'intéresse, retard, mais mais ce qui m'intéresse dans l'histoire que tu viens de nous apporter, il y a d'abord l'élément déclencheur. Tu vois, aux alentours de 25 ans, si mes souvenirs sont exacts, au moment où on va avoir cet accident et où ce médecin va te poser cette question qui est l'élément déclencheur. À la suite de quoi, tu vas faire les séminaires avec Anthony Robbins, et puis jusqu'à ce que tu décides d'écrire ton livre des années ouais, durant ben, avant de l'écrire vraiment. Puis de fil en aiguille, comme ça, les choses vont évoluer, vont te faire croître aussi et permettre ensuite de transmettre. Alors, est-ce qu'on peut se servir, si je puis dire, des éléments que tu viens de nous donner pour considérer que finalement, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Il faudrait qu'il y ait un élément déclencheur. Est-ce qu'il faut ben, un élément déclencheur ou est-ce qu'il y a des gens qui sans aucun élément déclencheur apparent, s'élèverait comme ça? Est-ce qu'il y a des inégalités dans l'évolution de l'être humain? Est-ce qu'il y a une voie à suivre en particulier pour que cette évolution soit possible, ou bien c'est tellement inégal qu'on ne sait pas encore définir pourquoi? C'est une question que j'imagine ceux qui nous ben, écoutent. c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une voie d'apprentissage, la souffrance, mais je ne pense pas que ce soit un passage obligatoire. Mhm. Plus on s'installe, on prend la nécessité de s'installer dans une belle énergie, en cultivant des pensées harmonieuses, des pensées d'amour avec un grand A, des pensées généreuses. Moi, l'univers a raison de nous envoyer des claques quelque part. Ça, j'en suis persuadé. Alors, est-ce que c'est parce qu'on nomme cela comme des claques? Ben, enfin, avec le recul, on Est-ce que ça comprend est-ce que que ça ce serait n'en était pas, en fin de compte. comment? Avec le recul, on comprend que Voilà, c'est ça. cela n'en était pas. C'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on peut Avant, c'est interpréter. ressenti Voilà, comme. on est bien d'accord, ça peut être interprété comme étant une claque, Voilà. pardon. Et puis peut-être que au final, ce n'était pas une. Et Des fois, après, on peut si on vivre sait en une tirer les leçon leçons, qui est difficile, mais qui n'est en rien une claque. ben, voilà, c'est ça, absolument. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. On est bien d'accord. Après, c'est le principe de l'investibilité défini par Einstein. Hein. Reproduire les mêmes comportements en pensant que les résultats seront différents. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est juste Voilà. impossible. Ça sera forcément Donc, mieux. et évidemment, le but de tout ça, c'est de sortir de l'état de victime, quoi. Alors c'est pareil, sortir de l'état de victime, c'est à peu De près la le même. croyance en l'état de victime. C'est ça, c'est encore une fois pour la plupart des gens qui ont du mal des fois de sortir de cet état de victime, hein. D'abord parce qu'il y a des vraies victimes.
Moi, ce que je dis toujours quand j'ai en face de moi un client qui se positionne comme victime, la première chose que je fais, c'est de m'assurer qu'on parle d'une vraie victime, avec un grand V. Parce qu'il y a effectivement des victimes qui en sont de vraies victimes et Oui, il y en a qui jouent les victimes. et puis il y a ceux qui jouent la victime, qui sont vraiment investis d'un rôle, et j'aurais presque envie de dire qu'ils sont dans le syndrome de l'échec en fait. Et c'est juste là où il faut être très attentif parce qu'il y a les deux cas de figure et il faut s'assurer d'abord que c'est pas l'un ou l'autre, et puis ensuite même, et c'est là où ça devient intéressant, même quelqu'un, et c'est même d'ailleurs le plus extraordinaire que moi j'ai remarqué en tant que coach, et tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai remarqué que des gens qui sont de vraies victimes, ce sont celles qui s'en sortent le mieux, qui ont la capacité de s'extraire du rôle de victime. Elles sont tellement victimes qu'elles n'ont qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Alors qu'à l'inverse, S'ils quelqu'un ont qui… vraiment trinqué, C'est ça, c'est ça. Il y a comme une aptitude incroyable à sortir de ce rôle. Alors que ceux-là qui jouent le rôle, waouh, voilà. c'est une autre histoire. Il y a des croyances. C'est Ils n'en ça. voient encore que les avantages, souvent. C'est ça. On voit que les intentions cachées sont celles Se qui faire perdurent. plaindre, pour beaucoup, c'est la seule façon d'exister, ou d'aller en permanence chez le médecin. C'est ça. Et de Ouais, justifier qu'ils en sont. Ouais. c'est tout le danger de l'assistanat. C'est quelque chose de noble au départ comme idée, mais peut être très vite dangereux quand les gens s'installent dans cette position d'assistanat. D'abord, une personne vraiment assistée, elle n'est jamais heureuse, Mm. parce qu'elle estime toujours qu'on ne l'aide pas assez. C'est ça. Alors, Non, non, c'est une évidence que là, il y a… où on aide le plus les gens, je pense, et qu'on essaie de faire Mhm. sans changer leur esprit. Mm, mm. Et qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait, qui n'a pas encore été exploré, parce qu'on voit maintenant, grâce à Internet, justement, cette fantastique outil qui permet d'entrer dans tous les foyers du monde entier et finalement de révéler des choses. Même quelqu'un qui ne chercherait pas dans le développement personnel quoi que ce soit peut tomber par hasard beaucoup plus facilement qu'il ne le ferait parmi les gens qu'il côtoie. Et donc, c'est vraiment pour moi un outil absolument splendide. Mais maintenant qu'on connaît toutes ces choses qui existent, est-ce que tu aurais une idée, toi, de qu'est-ce qui devrait être ajouté pour pour qu'on provoque ce déclenchement, pour qu'on touche, qu'est-ce qui pourrait exister pour qu'on soit sûr que tout le monde soit à un moment donné Moi, je quelqu'un. pense que c'est à l'école. Déjà, il suffirait de prendre un instrument. À une époque, on voyait ça dans les magasins de gadgets. Dans Mhm, les années 80, il y avait beaucoup de magasins de gadgets. Il y avait ce qu'on appelait le balancier de Newton. Je ne sais pas si tu mhm, vois ce que c'est. mhm, Ce sont des billes qui sont suspendues avec un fil. mhm. Tout à fait. Et oui, oui, Donc, mais ça, les enfants, enfin, tout le monde est capable de comprendre qu'une énergie d'une certaine nature déclenche la réponse d'une énergie de nature identique. oui. Mhm, Et cette balancier de Newton, il peut aussi être très démonstratif. Avec la loi du potentiel en excès, beaucoup de gens, justement, la grande erreur que font beaucoup de gens quand ils se lancent dans leur propre développement personnel, c'est qu'ils font tout en excès. mhm. Ils se forcent à penser positivement, donc à partir de l'idée qu'on se force, déjà ça ne marche pas, mais ce balancier illustre tout de suite, c'est formidable pour le faire comprendre aux gens, si on prend la bille et qu'on la lance trop fort, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le jeu est complètement désorganisé, plus rien ne marche. Ah, Les billes passent par-dessus la, enfin, du la, support, en fait. le bloc, voilà, et ça c'est… Moi, je pense que cette notion, le fait qu'on est dans un monde vibratoire, je pense que des enfants très jeunes peuvent le comprendre, quoi. C'est ça, oui, je pense, tu as raison. C'est vrai que c'est le meilleur endroit. On a la chance de voir des écoles telles que l'école Freinet ou les écoles Montessori qui réfléchissent. Mais je pense que ça, c'est une bonne chose. Et c'est vrai qu'on aimerait beaucoup que ça se répande davantage et que le rectorat en tienne davantage aussi compte Aussi pour réhabiliter les gens qui sont dans la délinquance aussi, ça Mhm, pourrait être de les amener à ça. c'est ça. Une fois, j'ai eu un patient, quand je travaillais, je laissais les bouquins dans ma salle d'attente. Et un jour, j'ai eu un patient, genre loupard, c'était pas le genre de client que j'avais habituellement. Oh, il me dit, c'était la vibration du bonheur. Il me dit, j'ai lu votre bouquin. Il me dit, ah ben, il me dit, mais je me rends compte, qu'est-ce que j'en ai fait des conneries.
C'est là qu'il me dit, il m'a raconté qu'il avait été en prison et tout. Et puis je l'ai revu, ce gars, et il a changé, quoi, après. Oui, c'est ça. Ça a été l'élément déclencheur. Ça a été son élément déclencheur. Déclencheur, mais C'est ça. avec cette histoire, justement, très simple de vibration, quoi, que tout le monde. Alors, c'est pas en regardant. Les gens s'étonnent en plus quand il y a des catastrophes, là. Mais en même temps, les gens payent pour aller voir des catastrophes. Les films à grand spectacle, je trouve ça moins amusant, mais qui commencent par au moins imprégner leur inconscient de ce genre d'image, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais toutes ces choses-là, en fin de compte, ce sont des choses très simples. Je pense que si on arrive à le faire comprendre à pas mal de gens, on a quand même un beau rôle à jouer. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, tu vois, en parlant d'images, je me suis amusé à un jeu que j'ai trouvé assez intéressant. Quand tu ouvres Google, alors je prends l'exemple de Google, hein, c'est pour être un autre moteur de recherche, mais quand tu ouvres Google et tu vas chercher par exemple l'amour ou l'humain ou des termes comme cela, et tu notes, tu cliques et tu vas sur images. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que dans cet exercice de Google, ce qui est marrant, c'est de se rendre compte que quand on met des termes comme cela, et qu'on voit les images qui en découlent, on se dit waouh, il y a des mots comme le pardon ou des mots comme tu regardes des images qui sont proposées par Google et tu dis waouh, des images n'ont des fois aucun rapport. Et je me dis, j'ai beau fouiller, j'ai beau tourner les pages et tourner les pages et tourner les pages, j'arrive pas à trouver une illustration. Je me dis à la limite des écrits, il y en a, mais au moins une illustration qui soit en mesure d'expliquer les choses. Et c'est un petit peu comme si on avait accès à la conscience collective sous la forme d'images. Et c'est assez drôle. Je me suis amusé à ça, vraiment pour me rendre compte que, alors il y a quelques termes qui sont mieux développés que d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup qui manquent. Même les mots aussi reflètent une société, parce que, par exemple, je sais plus quel est le nombre, mais dans la langue française, le nombre de mots en consonance négative est beaucoup plus important que dans les autres langues, paraît-il. C'est dur de la négativité. Je me souviendrai toujours d'un jour. En principe, je regarde pas les informations, hein, le minimum. Et donc, c'était l'été, au mois d'août, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait eu des actualités plutôt light. On voyait les gens à la plage, d'autres faire de la poterie, d'autres marcher en montagne, tout ça. Puis à la fin, le journaliste s'est cru obligé de prendre une tête d'enterrement, il n'y a pas d'autre mot, pour dire « Souvenez-vous, il y a un an, ils ont fait revoir le crash d'un avion. Ça n'apporte rien, parce que les gens qui sont en train de manger leur entrecôte, ils continuent à manger leur entrecôte. La seule chose que ça risque d'avoir fait, c'est que les gens qui ont vécu ça vraiment douloureusement, ça les a remis dans la souffrance, les gens qui ont perdu des proches, mais ça ne sert strictement à rien, mais comme s'il fallait absolument qu'il y ait cette dose de négativité. Là, ils étaient en panne ce jour-là. Ils sont contents. C'est intéressant d'ailleurs que tu traites ça de cette façon-là aussi, parce que ça me rappelle que des langues comme le sanskrit, le tibétain, ce sont des langues qui ont été conçues et écrites pour révéler le sacré, dans lesquelles j'imagine très peu de négativité, et c'est on y sent la charge de méditation, la charge spirituelle. À la rigueur, par rapport à la négativité, il y aura peut-être le mot acceptation, mais c'est ça. Mais c'est tout, hein? C'est tout. Il y a énormément de travail à faire et à proposer. Et c'est pour ça que l'écriture, je pense que c'est un bon moyen et essentiel, un moyen essentiel, parce que c'est vrai que dans l'avantage que peut proposer l'écriture, c'est qu'elle sollicite notre esprit à imaginer, à concevoir les choses. Alors que l'inverse, c'est que lorsqu'on regarde un film, on n'a plus le temps de concevoir quoi que ce soit avec notre imaginaire. On est obligé d'avaler tout cru ce qui nous est proposé comme seule alternative. C'est pour ça que j'aime bien l'écriture, parce que quand on lit un livre, il y a mon imaginaire, mes émotions qui se révèlent et qui m'autorisent à envisager un voyage. Alors que finalement, dans un film, je dois me contenter de l'image. Je dois me contenter de ce qu'elle me rapporte, en fait. Pour Internet, par exemple, ça donne une fausse connaissance. On a l'impression de savoir, mais on ne sait rien. C'est pas comme par rapport à un livre. Comme au niveau de l'éducation scolaire, le fait d'avoir abandonné l'écriture à la plume a été tout à fait néfaste. Parce que ça nous fait associer l'écriture à la plume, fait associer le mouvement, le cervelet, tout ça. Donc, on enregistre beaucoup mieux les choses. La point de vue qui a été assez catastrophique. Je voyais des documents qui remontaient, je ne sais plus, de 2 ou 3 siècles.
Mais la qualité de l'écriture, c'était extraordinaire. C'est clair. Extraordinaire. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de… La mémoire était facilitée. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que là, maintenant, c'est plus le cas du tout. Voilà, alors après, les gens ils voient tant de choses, mais ils ne savent plus. Hein. Mhm. Alors, est-ce que tu accepterais, mon cher Christian, de mettre en dessous de la vidéo qu'on va mettre donc dans le groupe, de mettre justement les titres des livres et peut-être avec des liens, ou tout simplement un lien C'est que je ne sais pas faire tout ça, mon cher Yves. Je ne suis pas le côté technique, c'est pas long. Là où je suis super. hier. Donc, je vais le faire, je le mettrai, tu m'enverras le lien, mais ce qui est important, voilà, c'est qu'on puisse mettre le lien où les personnes qui sont intéressées puissent directement cliquer dessus et ensuite se procurer les livres qu'ils souhaitent. Ça sera vraiment une bonne chose. Oui, oui. Et, Oui, oui. et bien sûr, je pense que quelques-uns te laisseront des commentaires, donc n'hésite pas, maintenant que tu es dans le groupe, aussi à leur répondre et puis à participer après à tout ce qui se propose aussi dans le groupe. Je pense que c'est important. Alors, en rappelant d'ailleurs à ce propos que notre groupe a pour objectif à l'avenir, donc ensuite vraiment de développer cette partie de la formation et de ce lien que l'on va créer par région pour que les gens connaissent celui ou celle qui le formera et ça grâce à des conférences. Une proximité. C'est ça, créer la proximité, tout à fait. Alors du coup, maintenant que ça est dit, j'aimerais bien que tu nous dises une conclusion, parce que c'est un temps qui t'est réservé. Quelle conclusion tu pourrais nous donner à nous tous qui t'écoutons et qui allons t'écouter encore? Eh bien, je crois que pour conclure, s'il faut, si on replace les choses par cette notion de vibration, il faudrait toujours être en train de se demander qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Est-ce que mes pensées, mes sentiments, mes émotions me rapprochent de ce que je veux vivre ou au contraire me dirigent vers ce que je redoute? C'est ça la clé de tout, quoi. Comme ce à quoi c'est le fondement de cette loi d'attraction qui a été tant mise à la mode de façon plus ou moins réussie des fois, mais le fondement, c'est que ce à quoi nous donnons notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Alors soyons prudents sur ce à quoi nous donnons notre attention et revenons à Dostoïevski, choisissons le beau. C'est ça. Alors, ça voudrait dire qu'il nous faudrait être constamment dans cette démarche? Quelque part, oui. À mon sens, oui. Hein, sinon, c'est du plus grand illogisme. On ne peut pas penser, se dire, tiens, je vais me répéter toute la journée à la façon d'Émile Coué. Bon, il a été décrié en même temps, c'était pas faux, sa démarche était loin d'être stupide. Hein. Mais je veux dire, on ne peut pas se répéter toute la journée, tous les jours, à tous les points de vue. Je vais de mieux en mieux se répéter ça pendant une demi-heure, et puis aussitôt aller voir une cassette vidéo d'un film de violence ou un film catastrophe. Quoi. Il faut une certaine logique. Quoi, hein. C'est ça. Les gens parlent toujours à longueur de journée de leurs problèmes et s'étonnent d'en avoir toujours. Il y a quand même un certain illogisme. Hein. C'est ça. Parler de ses problèmes d'argent ne fait qu'une chose, en attirer encore d'autres. Parler de ses problèmes de santé toute la journée n'a jamais protégé. Hein. C'est un travail, mais un travail entre guillemets, et qui doit se faire joyeusement. Exactement, nous sommes bien d'accord. En tous les cas, la joie, tu la portes vraiment sur toi et en toi. Et ça, je t'en remercie parce que c'est vraiment un chouette partage. C'est vraiment agréable de passer du temps avec toi. Donc, vraiment, merci beaucoup et merci pour le groupe aussi. On va vraiment avoir beaucoup de plaisir de te connaître et on attend beaucoup aussi de tes partages. Déjà celui-ci, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de se retrouver.